Quel est notre chemin de vie? Avons-nous un destin? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La quatrième voie distingue la loi de l'accident et la loi du destin. Quand sommes-nous soumis à la loi de l'accident? Quand sommes-nous soumis à la loi du destin? Et que devons-nous faire pour trouver notre destin, notre chemin de vie? Alors bonjour tout le monde, je fais cette vidéo parce que je vois que de nombreuses personnes ont besoin de connaître leur chemin de vie et s'aident de la numérologie, s'aident de l'hypnose, de rendez-vous chez certains thérapeutes ou médiums pour connaître leur chemin de vie. Pour moi, la notion de chemin de vie est liée à celle de destin. Pourquoi c'est un sujet secondaire et en même temps un sujet important? Que faut-il faire pour connaître son destin? Avons-nous seulement un destin? C'est ce que je vais essayer d'éclaircir avec les concepts de la quatrième voie. Monsieur Gurdjieff exprimait qu'il existait deux manières de vivre, l'une en étant régie par la loi de l'accident et l'autre par la loi du destin. La loi de l'accident, disait-il, concerne les hommes, la quasi-totalité des êtres humains, qui n'ont pas, selon lui, de destin. La loi de l'accident nous amène à être soumis à diverses influences extrêmement nombreuses, des influences internes, des influences externes, qui se télescopent et qui, au gré d'une forme de hasard, ce n'est pas un hasard, c'est la rencontre de forces multiples, vont nous amener dans une direction ou une autre sans avoir réellement un cap. C'est le vent qui nous pousse, ce sont les courants marins, ce sont les éléments qui nous poussent dans une direction puis dans une autre, en avant, en arrière, à droite, à gauche. Nous ne sommes pas, selon lui, régis par la loi du destin. Alors certaines personnes, y compris sur la quatrième voie qui pratiquent l'astrologie, se sentent en décalage avec cette notion de loi de l'accident. Le problème, c'est que, ayant un petit peu étudié l'astrologie, il s'agit effectivement d'influences que nous recevons selon notre date de naissance et la configuration astronomique du moment. Nous recevons des influences. Et donc, on me dit parfois que cela génère un destin. Le peu que j'ai étudié sur plusieurs sessions, ça ne donne pas un destin, ça donne des influences et il faut faire preuve de beaucoup de finesse pour essayer de trouver en discutant avec la personne en face de nous quelles sont les influences parmi telle planète, telle maison astrologique qui la concerne elle. Parce que c'est une espèce de grands ensembles à chaque fois, des grands ensembles d'influences et il n'est pas possible de déterminer le destin d'une personne en général, son destin global sur son thème de naissance. Les mêmes personnes me disent d'ailleurs il faut discuter avec la personne en face pour savoir concrètement comment ces influences se matérialisent dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle rencontre d'autres types d'influences liées à l'éducation, liées à la génétique probablement, à l'hérédité, qui font que l'astrologie n'est pas pour moi une science objective pour déterminer avec certitude que tel événement va arriver dans la vie de telle personne. La maison qui concerne les conjoints concerne aussi les contrats. Donc c'est très compliqué d'en sortir quelque chose de très concret. Je trouve que l'énéagramme, à ce titre, est beaucoup plus intéressant pour prédire, parce qu'on peut prédire les comportements et les attitudes d'une personne si on connaît son type. Et si encore plus on connaît son sous-type, mais là il ne suffit pas de donner une date de naissance et de sortir une carte. Là il faut un peu d'investigation, il faut un peu de sincérité, il faut un peu de connaissance de soi et de travail sur soi pour vraiment découvrir avec certitude son type et son sous-type. Mais si on connaît le type et le sous-type d'une personne, on a de grandes chances de décrire tout son caractère. Et
si la personne évolue, on peut décrire les comportements qui vont apparaître. Et si la personne régresse, on peut décrire les comportements, certains, qui vont apparaître. Ça me semble plus objectif et beaucoup plus pertinent pour prédire quelque chose, bien que ça n'est absolument pas le rôle de l'énéagramme. Dans l'enseignement de M. Gurdjieff et de l'énéagramme, la grande distinction, si on devait retenir une seule distinction, c'est la distinction entre l'essence et la personnalité. L'essence, c'est ma nature réelle, ma nature originelle, ce que je suis avant toutes ces constructions qui m'ont été imposées et que j'ai inconsciemment acceptées et auxquelles j'ai fini par m'identifier. C'est-à-dire que j'ai perdu contact avec mon vrai moi, mon essence, et je me suis identifié à un faux moi, à un ego usurpateur, disent les soufis. Et je crois que je sens et je ressens que ce faux moi est mon identité. Je ne perçois pas autre chose et ma conscience est quelque part enfermée dans l'identification à un moi qui est une illusion, qui est une création, une construction mentale issue de la rencontre avec le monde extérieur, les parents, les premiers éducateurs, les frères et les sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents, les professeurs, la société. Toutes ces interactions ont nourri des schémas en nous, des croyances, des blessures, des peurs qui viennent se renforcer et progressivement, avec le recul de la conscience depuis l'espace réel dans lequel elle est censée exister, mon essence s'endort, telle la princesse qui croque la pomme ou qui se coupe, qui se pique avec le rouet, elle s'endort. Face à ce vide, ma conscience se plonge dans une fausse identité pour se rassurer quelque part. Cette fausse identité est nécessaire. Je l'ai déjà dit, je vous renvoie à la vidéo Essence et personnalité et à toutes les autres vidéos où j'en parle. Donc le travail de la 4e voie consiste à reconnaître le faux pour retrouver le vrai en nous, réveiller cette essence endormie et les retrouvailles, les noces alchimiques, c'est les retrouvailles avec mon être réel. Donc à partir de cette grande distinction, on en tire la conclusion que les personnes qui vivent sous l'identification à la personnalité, donc s'identifier à une personnalité qui était un outil, génère un faux moi, un faux sens de l'identité. Ce n'est pas la personnalité qui représente l'identité, c'est l'identification à la personnalité qui génère ce que j'appelle un ego. On différencie, personnellement, je différencie l'essence, mon être réel, la personnalité, une construction, l'image de l'essence dans le miroir, et l'ego qui, en triangulant, naît de l'identification de ma conscience à la personnalité. Si je vis sous l'égide de l'ego, donc identifié à la personnalité, je vis sous la loi de l'accident. Je subis des influences qui viennent appuyer sur différents leviers, des schémas compulsifs, des blessures, des peurs, des croyances, qui génèrent des pensées, des émotions, ou des représentations, des réactions émotionnelles, des réactions corporelles. Et donc je réagis aux éléments, je réagis aux événements, je réagis aux circonstances, comme un bateau sans capitaine qui réagit simplement au changement de vent et au changement de courant. Quelqu'un qui, à la suite d'un travail intérieur, souvent de très très longue haleine, commence à réveiller l'essence, à réveiller le maître intérieur, le capitaine, commence à prendre la maîtrise du bateau. J'allais dire le contrôle, mais le contrôle est une imitation dans la personnalité de ce qui existe au niveau de l'essence, la maîtrise, qui est le contrôle est rigide. Il impose. La maîtrise intègre et elle unifie. Elle garde le cap, simplement. M. Gurdjieff nous dit que l'homme, être humain, est comme une maison, sans maître ni intendant. Le maître a disparu, l'intendant est parti et les différents serviteurs sont toujours dans la maison et
en l'absence d'un maître et d'un intendant, ils cessent de s'occuper de leurs fonctions et ils s'occupent des autres fonctions et notamment d'essayer de devenir le maître. Et ils prennent tour à tour le contrôle de la maison. Une fois, c'est le jardinier qui décide et qui prend le contrôle. Une fois, c'est la nurse qui décide et qui prend le contrôle. Une fois, c'est le cuisinier qui prend le contrôle, etc. Et à chaque fois, on emmène la maison, donc l'organisme humain, dans une direction qui est probablement opposée à la direction qui a été décidée quelques heures auparavant, quelques jours auparavant. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas de cap. L'intendant, lui, commence à organiser. Et donc, ces serviteurs, certains de ces serviteurs, prenant conscience de la situation, décident d'y remédier et de favoriser le retour du maître en favorisant le retour de l'intendant, qui seul peut réorganiser la maison correctement pour que le maître puisse revenir. Parce que sans maître, sans cap, il ne peut pas y avoir de destin. Il n'y a qu'un bateau qui est livré au courant. Avec un capitaine, avec un cap, le bateau peut avancer, qu'il ait le vent favorable d'ailleurs ou le vent de face. Il peut louvoyer et garder toujours son cap. Alors, l'un de ses serviteurs, ou plusieurs, décide d'élire un intendant provisoire qui va essayer, difficilement, laborieusement, mais à force de persévérance, qui va pouvoir progressivement remettre chaque serviteur à sa place. Le palefrenier auprès des chevaux, le cuisinier ou la cuisinière à la cuisine, le jardinier au jardin, la nurse auprès des enfants, etc. Alors, l'intendant pourra décider de revenir et l'intendant pourra réorganiser complètement la maison. Il sait mieux le faire que l'intendant provisoire qui a été élu, qui lui avait une fonction autre. Lui pourra reprendre sa fonction et la maison pourra fonctionner de manière harmonieuse. Alors le maître pourra revenir à la maison. Le maître, c'est l'essence, c'est le maître intérieur. Lorsque l'organisme que nous sommes avec ses centres, je vous renvoie à la vidéo sur la loi 3, qui nous explique que nous sommes constitués de 3 centres inférieurs, donc 3 centres fondamentaux, et à la vidéo sur la loi de 7, qui nous montre que nous sommes constitués aussi de 7 centres. Les 3 centres fondamentaux font partie des 7 centres. Et ces centres sont ces serviteurs qui sont désorganisés, qui ne communiquent pas les uns avec les autres, et qui prennent tour à tour le contrôle. Une fois, c'est le centre sexuel qui décide, et puis mon centre émotionnel le regrette 1 heure après. Parfois, c'est le centre mental, intellectuel qui décide de quelque chose alors que c'était à mon instinct de décider, de sentir, etc. À partir du moment où j'ai commencé à unifier cette structure, alors le maître intérieur peut apparaître. Le brouhaha intérieur cesse, les conflits entre les différents centres cessent et le maître intérieur apparaît. Alors, l'être tombe sous le coup de la loi du destin. Je ne peux pas avoir de destin si je ne peux pas vivre à partir de mon espace réel, de mon être essentiel. Il ne peut pas y avoir de destin. Pour trouver mon chemin de vie, je n'ai en réalité qu'une possibilité. Peut-être que l'un des centres peut consulter, faire une différente pratique, ou utiliser la numérologie, le centre intellectuel, pour décider de son chemin de vie. Ce sont des différentes cases dans lesquelles, selon ma date de naissance, je vais peut-être avoir tel ou tel chemin. Il y a une manière qui me semble beaucoup plus authentique, beaucoup plus individualisée, c'est simplement de réveiller ce maître intérieur qui, lui, connaît exactement mon cap, c'est exactement ce que je dois faire, mieux que n'importe quelle numérologie, mieux que n'importe quel médium, mieux que n'importe quelle technique d'hypnose ou thérapeute. Le maître intérieur, en chacun de nous, sait exactement la direction que nous devons prendre. Il fait simplement face à des serviteurs qui ont pris le contrôle et qui l'empêchent de se diriger. Donc si je veux connaître mon chemin de vie, eh bien, la seule chose que j'ai à faire, en réalité, c'est de réveiller le maître intérieur. C'est lui qui possède des clés. C'est lui qui possède la carte. Quelle est ma direction ? À moi, individu, perdu dans cette immensité, parmi des milliards d'individus, quelle est ma place ? Quel est mon rôle ? Est-ce que j'ai seulement quelque chose à faire ? Oui, j'ai quelque chose à faire parce que mon chemin de vie, c'est d'abord
C'est ce pourquoi je suis venu ici, c'est ce pourquoi je suis incarné, c'est de favoriser cette individualisation que je suis venu expérimenter. Ma conscience, l'esprit est vaste et illimité, et dissous. Le corps est très condensé et la rencontre entre les deux, je l'ai déjà dit dans la vidéo Se libérer des émotions, et dans celle de la loi de 3 précédemment citée, j'ai une possibilité d'individualisation. L'âme est le résultat, la résultante de la friction entre un corps très dense et un esprit très vaste et très dissous, et l'âme peut concilier ces deux aspects, à la fois très vaste et à la fois avec une certaine forme de densité qu'on appelle une individualité. Je dois passer de la personnalité, persona, le masque, c'est un masque, c'est une illusion, la personne qui n'est personne, à l'individu, qui est quelque part indivisible, à l'individualité. La personne n'est personne et n'a pas forcément de destin, même si elle peut se représenter, avoir un destin. L'individu a un destin. Donc, mon premier destin, quelque part, si je puis dire, c'est de renouer le contact avec mon essence, de la laisser prendre sa place et se déployer dans mon psychisme, dans ma conscience et dans ma vie, la libérer des zones et des prisons dans lesquelles je l'ai enfermée par nécessité de survie. C'est une nécessité de survie, j'en parle dans la série B, dont voici le lien. Enfant, j'étais entièrement vulnérable, entièrement dépendant des circonstances extérieures et j'ai été obligé de renier cet être que j'étais pour construire une personnalité, une identité qui correspondait aux attentes de mon environnement. Et j'ai grandi comme ça, en étant constamment en train d'intérioriser les attentes réelles, supposées, en fonction de mes représentations, et d'y coller, de coller à ces attentes, que ma conscience colle à cet individu qui correspond à ses attentes. Même si je suis un rebelle, ce sont les attentes intériorisées que moi j'ai intégrées. Même si je suis un électron libre, même si je suis un original. Tout ça, dans l'énéagramme, s'explique entièrement parce que tout cela est animé par une peur profonde en réalité, et non une liberté. Même si j'ai l'impression d'être très libre. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, toutes ces blessures, toutes ces peurs doivent être traversées, doivent être rencontrées et entièrement traversées, doivent être assimilées pour pouvoir libérer le diamant, que représente l'essence, qui est entouré d'une gangue qui a plusieurs couches et que je dois traverser les unes après les autres. Alors, lorsque le diamant, le joyau qui est mon être réel, qui est ma vraie nature, sera révélé, alors mon destin viendra à moi. Je n'aurai pas forcément une vision à long terme de exactement ce que je dois être, ce que je dois faire, mais cette force intérieure donnera une impulsion et m'amènera naturellement, spontanément, dans la direction qui est la mienne. J'aurai une vision un petit peu d'ensemble, je verrai comme à l'horizon quelque chose qui ressemble à un destin. Je sais que je dois aller vers là-bas sans savoir exactement, quelque part, ce que je dois faire, ce que je n'ai pas besoin de savoir. À ce stade, je n'ai plus besoin de savoir. J'ai juste un acte de foi qui se renouvelle et qui accepte cette impulsion de l'essence. L'impulsion de l'essence se projette dans la personnalité par la compulsion de l'ego. Et mon type énéagramme est le fruit d'une compulsion. La compulsion n'est qu'une imitation de cette aptitude de l'essence à me donner des impulsions. L'essence, elle, m'informe. La personnalité ne fait rien normalement, elle reçoit des impulsions. Donc c'est pourquoi elle est si manipulable. Elle les reçoit de l'extérieur et elle les reçoit de l'intérieur à travers ces schémas, ces peurs, ces blessures qui s'actualisent et qui manipulent et qui orientent ma personnalité. Mais l'essence, elle, qui ne peut pas faire, qui ne peut pas agir dans le monde extérieur, qui a besoin de la personnalité pour ça, elle peut irradier, elle peut rayonner, elle peut informer, elle transmet quelque part l'information sous forme d'impulsion. La compulsion de l'ego, elle m'oblige, alors que l'impulsion, elle m'invite, elle me propose. Et je dois écouter très subtilement pour pouvoir percevoir la subtilité de cette impulsion de l'être. M. Gurdjieff parlait des impulsions étriques.
face à ces compulsions qui sont très fortes, qui m'obligent en réalité, même si je me justifie de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait telle chose, alors que je ne voulais pas vraiment, alors que je n'aurais pas dû, je suis constamment en train de me justifier. La compulsion fait beaucoup de bruit. L'impulsion, c'est une respiration très subtile à laquelle je dois me rendre disponible. Alors, j'entre naturellement dans la loi du destin et naturellement, je me dirige vers mon destin. Je n'ai plus besoin de chercher un chemin de vie, c'est le chemin de ma vie, de mon destin qui se déroule progressivement sous mes pas. Si je me laisse pousser de l'intérieur par cette force qui est mon être réel en réalité. C'est ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu. Alors, seulement j'aurai un destin. Très bonne fin de journée.